Bienvenue dans le débat consacré à la réunion des membres de l'OTAN à Vilnius qui démarre demain et dure 2 jours. Elle sera largement consacrée à la guerre en Ukraine, à la fois à la réponse de l'Alliance à l'intervention militaire de la Russie en Ukraine et à la demande d'adhésion de Kiev. Volodymyr Zelensky, qui sera présent, espère que le sommet donnera un signal clair à son pays. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aura des conséquences très négatives sur l'ensemble de l'architecture de sécurité européenne, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La candidature de la Suède est bien sûr aussi au centre de ce sommet. Erdogan lie maintenant cette candidature à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Le président turc l'a affirmé aujourd'hui avant son départ pour Vilnius. De son côté, la Chine accuse l'OTAN de, je cite, prendre les pays de l'Indo-Pacifique en otage. Alors on va revenir bien sûr sur les enjeux de ce sommet de Vilnius. Les membres de l'OTAN sont-ils unis pour l'Ukraine? L'Ukraine recevra-t-elle des signaux favorables à sa demande d'adhésion? La Suède entrera-t-elle dans l'Alliance? Quelle est la posture d'Erdogan? Et comment finalement la Chine perçoit-elle ce sommet? On va en débattre avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hélène Conway-Mouret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice des Français de l'étranger, secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, Défense et Forces armées, ancienne ministre et vice-présidente du Sénat. Bienvenue à vous. Pascal Boniface est avec nous. Bonsoir, directeur de l'IRIS, auteur de Comprendre le monde. Ça, c'est votre dernier ouvrage. C'est publié chez Armand Collin. Bienvenue aussi dans le débat. Nous avons donc en duplex de Bruxelles. Bonsoir à vous, Camille Grand, chercheur au Conseil européen pour les relations internationales et également ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Merci d'être avec nous ce soir. Également présent dans le débat, Jean-Sylvestre Montgrenier. Bonsoir, vous êtes avec nous par Skype, directeur de recherche à l'Institut Thomas More, spécialiste des questions de défense. Votre ouvrage, Le monde vu de Moscou, dictionnaire géopolitique de la Russie et de l'Eurasie post-soviétique, ça c'est au PUF. Merci d'être là ce soir. Sur les enjeux, donc, vous pouvez, oui, j'oubliais, vous pouvez bien sûr toujours participer à cette émission, tout au long de l'émission sur le hashtag débat France 24. La guerre en Ukraine, je le disais, au centre bien sûr de ce sommet à Vilnius. Zelensky qui souhaite vraiment recevoir des signaux forts sur l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Joe Biden a affirmé dans une interview à CNN que l'Ukraine ne pouvait pas adhérer à l'OTAN avant la fin de la guerre. On va écouter Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Il appartient aux alliés et à l'Ukraine de décider du moment opportun pour inviter l'Ukraine à devenir membre à part entière. La tâche la plus urgente aujourd'hui est de veiller à ce que l'Ukraine s'impose en tant que nation souveraine et indépendante en Europe. Car si l'Ukraine ne l'emporte pas sur ce plan, le sujet d'adhésion ne se posera même pas. On va écouter maintenant la réaction de la Russie. La position absolument compréhensible de la Fédération de Russie, selon laquelle l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aura des conséquences très négatives sur l'ensemble de l'architecture de sécurité européenne, elle constituera un danger absolu pour notre pays, ce qui exigera une réponse suffisamment claire et ferme de notre part. Camille Grand, je commence par vous parce que vous êtes ancien secrétaire adjoint de l'OTAN et vous avez écrit une tribune dans Le Monde aujourd'hui dans laquelle vous affirmez que l'OTAN à Vilnius doit adresser un message clair aux Ukrainiens sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est-elle selon vous la meilleure solution pour la sécurité en Europe ? Alors, tout est une question de calendrier. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, évidemment, il n'en est pas question aujourd'hui pendant le sommet de Vilnius. Joe Biden l'a dit, mais le président Zelensky lui-même n'a pas souhaité une entrée immédiate. Ce qui est en revanche important, me semble-t-il, c'est que l'OTAN envoie un message assez clair à Kiev sur le fait qu'on sort des ambiguïtés du passé et du fait que, finalement, on affirmait que l'Ukraine avait vocation à entrer dans l'OTAN sans mettre en marche ce processus d'adhésion. Cette situation aujourd'hui doit évoluer et c'est pour ça qu'on crée un Conseil OTAN-Ukraine qui va permettre de renforcer le partenariat entre l'OTAN et l'Ukraine et que d'autre part, il me semble souhaitable qu'il y ait un signal politique pour dire que l'Ukraine a vocation à entrer dans l'OTAN
une fois le conflit entré dans une autre phase qui ne sera pas la phase militaire et la situation sur la ligne de front apaisée. Pascal Boniface, vous êtes d'accord avec Camille Grand? Il faut effectivement qu'il y ait des messages clairs adressés à l'Ukraine Cela va être fait. Ceci étant, l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN puisque le président américain s'y oppose. Et jusqu'ici, je n'ai pas vu une seule décision prise à l'OTAN sans le feu vert des États-Unis. Après, l'idée, c'est effectivement, c'est un projet américain que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Les Américains le réclament depuis une vingtaine d'années. Donc c'est leur projet de voir l'Ukraine dans l'OTAN. Là, on est un peu à franc renversé puisque les Européens qui s'y opposaient en 2008 voudraient accélérer le calendrier, tandis que le président américain qui pressait le pas en 2008, maintenant, c'est celui qui freine. Mais donc on est bien dans une opposition de phase, quelque part. Oui, ou dans une situation de positionnement tactique des uns et des autres. Le président Macron essaye un peu de se faire pardonner par les Ukrainiens qui l'accusent d'avoir été trop enclin à discuter avec Moscou, et donc il en fait un peu de la surenchère là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que tant que l'Ukraine est en guerre, elle ne pourra pas rentrer dans l'OTAN, donc c'est une décision, je veux dire, américaine, mais qui est accédée par tous. Et après, ça sera quoi la fin de la guerre ? Non, mais ça sera quoi la fin de la guerre? Est-ce que c'est une fin de guerre officielle ou est-ce que c'est l'arrêt des combats avec un conflit gelé qui peut reprendre à tout moment? Donc il faut un règlement définitif de la question ukrainienne sur lequel pour l'instant on ne semble pas prendre le chemin puisque les positions des uns et des autres sont antagonistes et que éventuellement, dans la meilleure des hypothèses, il y a un épuisement des combattants, la guerre s'arrête un peu d'elle-même mais sans qu'il y ait un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, et donc il y aura toujours beaucoup d'incertitudes. Hélène Conway, la France a changé sa position sur l'adhésion de l'OTAN, de l'Ukraine à l'OTAN. Elle s'était opposée littéralement en 2008. Elle soutenait ce qu'on appelait la finlandisation de l'Ukraine à l'époque, en référence à la neutralité de la Finlande, qui depuis est rentrée dans l'OTAN. Pourquoi ce changement d'Emmanuel Macron ? D'abord parce que la France a réalisé qu'elle était parfaitement isolée à partir du moment que l'ensemble des pays sur le continent européen à l'Est et l'Allemagne se trouvaient finalement plutôt favorables à cela. Je crois qu'il était important aussi d'envoyer un message politique puisque il y a unanimité pour le coup sur le continent européen dans un soutien massif et global finalement pour que l'Ukraine puisse se défendre et que donc naturellement la France aujourd'hui s'est alignée, je pense, pour ne pas se retrouver seule, ce qui était le cas diplomatiquement et politiquement, qui n'était forcément pas très bon pour nous. D'autre part, je crois que la France continue à penser que la défense européenne a un rôle à jouer. Nous sommes peut-être d'ailleurs les seuls à en faire la promotion. Pas très bien, et nous sommes souvent très très maladroits dans ce que nous proposons. En même temps, je pense que c'est l'occasion, avec cette guerre, de se dire qu'en effet, l'Alliance Atlantique montre qu'un pays peut être défendu, peut être soutenu, et que voilà, c'est l'assurance vie du pays avec la mutuelle qui serait finalement une défense européenne sur laquelle nous pouvons aussi nous engager et travailler. Donc, Union européenne et OTAN ensemble, hein, c'est un peu ça ce que vous dites. Jean-Sylvestre Montgrenier, la Russie, hein, on l'a vu, on a entendu Peskov, donc évidemment affirme que c'est une menace. Les pays de l'Est, là on parle d'unité, mais ce sont beaucoup les pays de l'Est qui ont poussé en fait au départ à cette entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, même beaucoup plus que les États-Unis. Est-ce que c'est la meilleure option ? Tout d'abord, il faudrait en finir avec cette expression de pays de l'Est, si vous me permettez. Ça, ce sont les pays d'Europe centrale, hein, et pour certains des pays d'Europe orientale. Pays de l'Est, on fait comme s'il y avait encore le rideau de fer, et tout ce qui est à l'est du rideau de fer, on ne traite pas les pays de l'Est. Hein. Et c'est assez représentatif d'un certain nombre de mentalités en France, hein, où on a tardé à prendre véritablement en compte, intégrer le fait que la guerre froide était terminée, et ça a induisé beaucoup de choses, beaucoup de développement. Hein. Donc ça, c'est particulièrement important. Hein. La Pologne est un pays d'Europe centrale. Maintenant, quant aux déclarations de la Russie, force est de constater que c'est la Russie qui a méthodiquement démonté cette architecture de sécurité européenne, hein, jusqu'à finalement remettre en cause, en tout cas en partie, l'acte final d'Helsinki. L'acte final d'Helsinki, c'est 1973, hein, et il prévoit l'inviolabilité des frontières, non pas l'intangibilité, c'est un accord entre deux pays
pour modifier leurs frontières, c'est quelque chose qui peut être fait, bien sûr, qui peut être réalisé, mais en tout cas, inviolabilité des frontières. Et donc, ils ont remis ça en cause. Ils ont remis en cause le traité sur les forces conventionnelles en Europe, le traité sur les euromissiles, le traité de Washington de 1987, il a été violé. Ce sont les États-Unis qui, finalement, ont pris l'initiative de remettre en cause ce traité. Mais quand on entend aujourd'hui cette France à tenir ce propos, faire des menaces, vous allez voir ce que vous allez voir. Force est de constater, comme on répétait, que ce que l'on a vu, c'est finalement les périls du lieu, l'adhésion. Pardonnez-moi, Jean-Sylvestre Mongrenier, je vous interromps, mais franchement, pardonnez-moi, on a un problème de son avec vous, donc en fait, on a vraiment du mal à vous entendre. On va essayer de rebooster, de relancer votre connexion, parce qu'il y a un vrai problème. Mais j'espère que vous allez bien rester avec nous et qu'on va pouvoir modifier et corriger en fait ce son. Le chancelier Olaf Scholz, en tout cas, a affirmé que la suggestion des États-Unis d'un scénario à l'israélienne pour garantir la sécurité de l'Ukraine est l'une des options possibles. Joe Biden, qui a affirmé dans une interview à CNN que les États-Unis étaient prêts à garantir la sécurité à l'Ukraine comme ils le font pour Israël. Là, on peut voir un petit peu justement ce qu'il est ressorti de cette interview qu'il a donnée à CNN, le président Joe Biden. Justement, Camille Grand, est-ce que un scénario à l'israélienne, c'est-à-dire, est-ce que ça pourrait être peut-être une meilleure ou une alternative à cette entrée de l'Ukraine dans l'OTAN? Un soutien donc militaire des États-Unis et de l'ensemble des Occidentaux à l'Ukraine, mais qui soit comparable à celui donné à Israël. Bon, il me semble que le scénario dit israélien, c'est-à-dire le cumul d'une aide militaire massive depuis 50 ans en réalité et d'une relation politique unique est difficilement reproductible. Pour deux raisons. D'abord parce que est-ce que les Américains ou les Européens sont prêts à livrer, comme le font les États-Unis, des milliards d'armements chaque année à l'Ukraine pour, je dirais, le futur prévisible, d'une part, et d'autre part, Israël est un État à capacité nucléaire, et donc de ce point de vue-là, on est vraiment dans un schéma tout à fait différent. Donc je crois qu'il y a évidemment autour de cette idée israélienne quelque chose qui dit il y a des moyens de donner de la sécurité sans faire rentrer un pays dans une alliance, c'est vrai, mais ça ne me semble pas forcément être la solution ni la plus stable, ni la plus soutenable financièrement. Pascal Boniface, qu'en pensez-vous justement de cette alternative? Est-ce que c'est une alternative? Alors oui, il y a toujours une alternative, mais les situations ne sont pas comparables. Il y a un lien vraiment unique entre les États-Unis et Israël qui n'est comparable en rien. Jamais un autre pays qu'Israël pourra avoir la même nature de relation avec Washington. Parce que c'est lui, c'est Joe Biden qui parle, qui compare. Oui, mais il essaie un peu de se sortir, de dire c'est une alternative à l'entrée dans l'OTAN. Alors l'aide massive à l'Ukraine, elle existe déjà. Mais l'Ukraine, effectivement, Camille Grand vient de le rappeler, n'a pas l'arme nucléaire, contrairement à Israël. L'Ukraine est plutôt en situation militaire défavorable par rapport à la Russie, alors qu'Israël est en situation militaire favorable par rapport à tous les autres pays voisins. Donc non, ce n'est pas du tout un scénario, enfin on peut l'évoquer, c'est une aide massive, mais le modèle israélien est unique et n'est pas exportable. La livraison d'armes à sous-munitions à Kiev, est-ce qu'elle va faire débat pendant ces 2 jours, Hélène Conway? Joe Biden a vu Rishi Sunak il y a quelques heures et manifestement, ils ont l'air de dire bon, c'est un mal nécessaire, alors que le Royaume-Uni a signé la convention d'Oslo qui interdit l'usage de ces armes. Oui, moi je suis très très mal à l'aise avec cela parce que c'est vrai que aujourd'hui accepter cela signifie quelque part que il peut y avoir un engrenage où demain ce seront des armes chimiques qui pourront être utilisées et que finalement jusqu'à présent l'Occident est ancré sur le respect du droit international, d'une législation quand même qui est restrictive quant aux dégâts notamment meurtriers que font ce genre de munitions ou que causent ces armes et que donc là en effet moi je pense que c'est peut-être une réponse nécessaire, mais je pense que la réponse unanime qui a été celle des Européens est de bien montrer qu'on est en train de franchir une ligne rouge. Et je pense que c'est peut-être un mal nécessaire, mais moi je pense que ce n'était pas nécessaire, parce que ça s'inscrit dans le temps. Ces armes-là ne vont pas disparaître, parce qu'elles auront été tirées certes, mais
là, on rentre manifestement, il n'y avait pas suffisamment de munitions. Hein, c'était ça la raison évoquée. Peut-être, mais quand même. Moi, je pense que c'est le début d'un engrenage qui est très dangereux et que quelque part, nous franchissons nous-mêmes la ligne rouge que nous avons imposée aux autres. On ne peut pas se présenter comme étant ceux qui défendent le droit international contre ceux qui le violent et le violer, nous également. Donc l'argument, c'est de dire ça va aider l'Ukraine à gagner la guerre, donc c'est moral. Mais non, il y a des armes qui sont interdites. Il y a des armes, justement, dont le caractère, parce que ces armes à sous-munitions, elles tuent longtemps après la fin de la guerre, elles tuent les civils. Donc la communauté internationale a mis très longtemps à interdire les mines antipersonnelles, ce type d'armes à sous-munitions. Et là, le fait de dire, en fait, on a des principes, mais quand ça nous arrange, on viole les principes. Donc en fait, ce type d'argument est vraiment un cadeau à tous ceux qui condamnent l'Occident pour ses doubles standards et pour le fait d'avoir des principes qu'on foule régulièrement aux pieds quand ça nous arrange. Mais ils vont débattre à Vilnius? Bien sûr que non. C'est terminé. C'est terminé. C'est décidé par les Américains. Alors donc là, même le ministère français des Affaires étrangères, on a un peu protesté et tout le monde est rentré dans les rangs. Donc bien sûr, ça ne sera pas débattu. Mais ça sera débattu ailleurs dans le monde. Ça, effectivement, pour de nombreux pays, c'est une argumentation anti-occidentale qui sera utilisée. Jean-Sylvestre Montgrenier, j'espère qu'on vous entend mieux maintenant sur justement cet usage des armes à sous-munitions. On savait que la Grande-Bretagne y était opposée, mais lorsque Joe Biden a vu Rishi Sunak avant d'aller à Vilnius, on a l'impression que finalement ils se sont entendus et que voilà, c'est le mal nécessaire que d'utiliser ces munitions. Oui, peut-être est-ce un mal nécessaire, mais vous savez, la guerre aussi, là, c'est un mal nécessaire. Et il y a beaucoup d'Ukrainiens qui meurent sur des mines. Il y a des Ukrainiens qui meurent sous l'effet des bombardements russes. Les Russes eux-mêmes emploient ce type d'armes. Alors, est-ce qu'il faut faire la morale aux Ukrainiens, leur dire attendez, réfléchissez aux effets demain, après-demain et au-delà dans le temps. Et dans l'immédiat, il faudrait accepter qu'ils perdent du terrain ou qu'ils soient vaincus purement et simplement. Ça me semble quand même un petit peu difficile à plaider parce qu'en la matière, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et puis, de surcroît, le fait est qu'il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas signé cette convention, dont les États-Unis, dont la Russie, dont la Chine, dont l'Ukraine. Donc, que les pays européens qui ont signé cette convention s'abstiennent de livrer ce type d'armes, c'est une chose, mais on ne peut pas dire aux Américains, aux Ukrainiens, surtout, ne procédez pas à des déploiements de ce type. Alors enfin, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette convention a été signée en 2008 dans un tout autre contexte. Et à l'époque, on avait quand même le sentiment que les grandes guerres classiques entre États, ce qu'on appelle aujourd'hui de guerres de haute intensité, ça appartenait au passé et que c'était les guerres asymétriques qui constituaient notre bel avenir, si j'ose dire. Et donc, dans ce contexte-là, ce type d'arme ne semblait pas nécessaire. Mais bon, le fait est qu'on est revenu à une guerre de haute intensité. Et nous-mêmes, si la France, un certain nombre de nations occidentales étaient confrontées aux défis, aux menaces auxquelles l'Ukraine elle-même est confrontée, nous verrions les choses certainement sous un angle très différent. Camille Grand, sur cette question de l'utilisation de ces armes à sous-munitions, est-ce qu'elles sont finalement imposées par les États-Unis? On peut le dire comme ça. Alors, il se trouve que j'ai négocié la Convention d'Oslo, donc je me souviens très bien des objections émises non seulement par les États-Unis, mais aussi par des pays comme la Pologne ou la Finlande qui n'ont pas ratifié cette convention en arguant de l'utilité militaire des armes à sous-munitions. C'est vrai que c'est des armes qui créent des restes explosifs de guerre problématiques et donc je comprends et je partage l'inconfort d'Hélène Conway sur les livraisons de ce type d'armes. Ce qui est vrai aussi, c'est que la Russie utilise massivement ces armes et je trouve que ceux qui aujourd'hui s'inquiètent de voir les États-Unis livrer ces équipements, on ne les a pas forcément toujours entendus quand la Russie utilisait ces armes dans des contextes urbains contre des populations civiles dans des proportions absolument énormes en Ukraine mais aussi en Syrie. Donc je crois qu'il faut là-dessus effectivement se poser la question de savoir si on doit franchir cette étape. Il n'est pas question de le faire pour les États signataires de la Convention d'Oslo. Les États-Unis
Unis estiment que c'est une solution intérimaire souhaitable. Les Ukrainiens le demandent. Je reconnais qu'il n'y a pas de solution ni très claire ni très simple à ce défi qui est la question qui est devant nous aujourd'hui. Mais c'est vrai que je partage une forme d'inconfort sur la livraison d'armes qui sont non pas interdites, mais qui sont controversées du point de vue du droit international, avec une bonne centaine de signataires de la Convention d'Oslo. Alors, il y a la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et puis celle de la Suède, puisque la Finlande donc, est entrée. La Suède ne peut pas entrer dans l'OTAN parce qu'il y a ce veto d'Erdogan, donc de la Turquie, depuis plusieurs mois. Or, Erdogan s'est exprimé juste avant d'arriver à Vilnius. Il voit d'ailleurs le Premier ministre suédois à Vilnius même, et il a affirmé qu'il allait donner son feu vert à la Suède contre une ouverture de l'Union européenne, de négociation de l'Union européenne à la Turquie. On va l'écouter, Erdogan. Ouvrez d'abord la voie de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et ensuite, nous ouvrirons la voie à la Suède. Tout comme nous avons ouvert la voie à la Finlande. À cet égard, j'ai dit la même chose à Joe Biden hier soir. Et je dois également faire les mêmes remarques à Vilnius. Pascal Boniface, c'est un autre chantage. Au départ, c'était le PKK et maintenant, c'est cette entrée dans l'Union européenne. En fait, qu'est-ce que fait Erdogan? C'est une sorte de coup politique avant Vilnius. Il fait monter les enchères. Alors, bien sûr, il n'y aura pas d'ouverture dans l'urgence de négociations nouvelles avec la Turquie et la Commission européenne ne le fera pas, mais il met quelque chose de nouveau sur la table. Est-ce qu'il veut obtenir autre chose en échange? Notamment peut-être la livraison d'armes américaines qui ont été interrompues du fait de l'achat par la Turquie de missiles antimissiles, de systèmes de défense russes. Erdogan, il est toujours un peu dans la négociation, dans le troc, et donc il va vouloir obtenir quelque chose. La Suède a quand même beaucoup cédé par rapport au PKK. Elle a expulsé des gens qui étaient réfugiés. Bon, on peut s'interroger sur leur sort, mais qui ont été expulsés en Turquie. Donc c'est quand même pas vraiment dans la tradition suédoise. Et Erdogan fait monter les enchères parce qu'il est incontournable et qu'effectivement il s'est montré très sympathique avec Zelensky en lui permettant de ramener 5 membres du commando Azov qui a été traités comme des héros. Donc c'est un peu... Ça a fâché Moscou, il faut quand même le rappeler. Donc, évidemment. Mais donc il est vraiment là, il se sent en position de force. Et donc, il fait monter les enchères. Est-ce qu'il cédera un jour? Je pense qu'il cédera un jour sur la Suède parce que ça ne lui servira à rien de s'y opposer jusqu'au bout. Est-ce qu'il va céder pendant ces 2 jours? Alors, pendant ces 2 jours, il y a aussi la Hongrie qui n'a toujours pas levé son veto à l'adhésion suédoise. On ne sait pas, Erdogan est souvent imprévisible, mais en tous les cas, il ne cédera pas s'il n'a pas obtenu quelque chose de concret qu'il puisse montrer, parce que simplement, il ne va pas les dire aux Turcs, bon, ça y est, j'ai cédé. Donc, il ne changera d'avis que s'il peut montrer une récompense, quelque chose d'extrêmement bénéficiaire pour la Turquie. Et ça, il le demande aux Européens aujourd'hui, Hélène Conway. Marchandage, bien évidemment, mais aussi parce que il a besoin, sur le plan de la politique intérieure, de montrer que finalement son régime, qui est quand même un régime très oppressif en matière de liberté d'expression, d'enfermement de ses opposants en prison sans procès, enfin bref, et de dire que finalement il peut se créer une légitimité vis-à-vis de la communauté internationale en allant vers le sens de cette Union européenne qui défend un certain nombre de valeurs et quelque part se blanchir par rapport à son attitude. Moi, je pense que c'est un coup pour sa politique intérieure, puisqu'il vient d'être réélu, où il a besoin de se justifier et de continuer finalement vis-à-vis de l'Occident, qui est quand même critique vis-à-vis de la façon dont il se comporte et il gère son pays, et de se dire que, en effet, je partage avec Pascal Boniface le fait qu'il est absolument incontournable. On voit que en tant que membre de l'OTAN, ils font ce qu'ils veulent, ils achètent aux Russes, ils les achètent aux Américains, et personne finalement ne peut le mettre à défaut. Qu'est-ce qu'il va obtenir des Européens? En fait, ça reste quand même la question, parce que manifestement, Scholz... Obtenir, c'est déjà... sur le plan de la communication, de dire je reviens de Vilnius en ayant obtenu en effet cette adhésion ou cette accélération, ou je ne sais pas quel élément de langage il va utiliser pour l'Union européenne.
Donc va-t-il l'obtenir? Va obtenir des gages de l'Union européenne? Il peut peut-être obtenir quelques petites choses qui seront suffisantes pour lui, pour sa politique intérieure. Je crois que ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, ça n'a rien à voir... Et ça a aussi à voir avec les États-Unis, parce qu'on voit bien, c'est du marchandage. C'est tout simplement du marchandage. Jean-Sylvestre Montgrenier, est-ce qu'il ne prend pas le risque de se froisser véritablement avec Moscou? Parce que finalement, Erdogan avait cette position un peu médiane, à la fois de vendre des drones à l'Ukraine, mais en même temps de rester un partenaire de la Russie, notamment avec ses accords sur les céréales. Est-ce que finalement il donne beaucoup de gages à Zelensky avec justement ce régiment d'Azov? Là, il finalement demande un marchandage avec l'Union européenne, mais est-ce qu'il ne risque pas de se brouiller littéralement avec Moscou? Il n'a pas donné énormément de gages pour le fait qu'ils permettent à un certain nombre de prisonniers du régiment Azov de rejoindre l'Ukraine. C'est important pour l'Ukraine sur un plan symbolique, mais ça ne vient pas changer fondamentalement les questions stratégiques, on s'en doute bien. Bon, puis après, l'accord céréalier, c'est une chose, mais ce n'est même pas extrêmement important au-delà des effets géoéconomiques sur le système alimentaire. Pour l'essentiel, en l'état des choses, il préserve sa relation avec la Russie. La question, c'est de savoir jusqu'où il va pouvoir jouer ce numéro d'équilibrisme. Généralement, ses alliés font preuve d'une certaine patience en se disant qu'il finira par dénouer les positions à l'issue d'un processus de marchandage. Mais au-delà, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que la Turquie change. C'est plus la Turquie d'il y a 20 ans. C'est plus un pivot géopolitique. Ça devient un acteur géostratégique de premier plan qui veut jouer sa propre partie entre d'un côté les alliés de l'OTAN, de l'autre côté la Russie, mais bon, simultanément, ça pourrait devenir de plus en plus périlleux pour la Turquie. Il me semble que les alliés de la Turquie doivent, peut-être que la Turquie se pense incontournable, mais doivent s'efforcer de la contourner si cette alliance devient de plus en plus branlante, et si au total, elle présente plus d'inconvénients que d'avantages, ne serait-ce que parce que la Turquie se joue finalement le rôle comment pourrait-on dire, de puissance perturbatrice à l'intérieur de l'OTAN. Alors, il y a des solutions de rechange qui existent. Il y a notamment les Américains, les Français aussi, qui ont renforcé leurs relations propres sur un plan militaire avec la Grèce. Et donc, il ne faudrait pas qu'Erdogan surjoue sa main, comme on dit au poker. On va écouter, alors justement, Joe Biden, on ne va pas l'écouter, mais on va lire ce qu'il a affirmé sur CNN, le président américain. La Turquie voulait moderniser les F-16, il a parlé des F-16, mais la Grèce aussi. Il est favorable à un renforcement de l'OTAN, mais aussi de la Turquie et de la Grèce, qui permettent donc à la Suède de rentrer. Alors lui dit, le président américain, c'est en cours, mais ce n'est pas fait. Cas migrants, il y a aussi une négociation autour des F-16 avec les États-Unis. Oui, effectivement, et c'est ce qui est un peu problématique dans la nouvelle demande d'Erdogan. On savait que la Turquie avait un différend bilatéral avec la Suède sur le traitement des réfugiés du PKK, et on savait que la Suède avait fait beaucoup d'efforts en allant un petit peu contre ses traditions d'accueil de réfugiés politiques pour répondre à ces demandes. On savait qu'il y avait une conversation entre la Turquie et les États-Unis sur la question de la modernisation de la flotte aérienne turque. Et là, le président Biden devait essayer d'obtenir l'assentiment du Congrès pour cette modernisation des F-16 turcs. L'ajout de cette nouvelle demande me semble aller être doublement problématique. D'une part, finalement, on ne sait plus sur quel pied danser avec Erdogan, qui multiplie les demandes parce que l'OTAN fonctionne au consensus et qu'il sait qu'il est en position de force, mais qui quand même devient un allié difficile et qui aujourd'hui prend des risques vis-à-vis des autres. Beaucoup de pays qui étaient très accommodants avec la Turquie commencent à s'agacer de ce blocage sur le dossier suédois, alors que l'adhésion de la Suède est soutenue par 29 alliés sur 31 et qu'aujourd'hui, seule la Turquie et la Hongrie bloquent. Donc il y a vraiment un enjeu important pour l'avenir de la Turquie, son positionnement dans l'OTAN, et il me semble que Erdogan joue un petit peu avec le feu, là, en multipliant les demandes et en espérant, en quelque sorte, empocher davantage que les sujets qu'il avait mis sur la table et sur lesquels il avait obtenu quand même des concessions assez significatives. Pascal Boniface, il joue avec le feu ou va obtenir finalement ce qu'il souhaite? En fait, c'est un sommet de l'OTAN, c'est pas un sommet de l'Union européenne, donc il fait une demande à l'Union européenne, alors que c'est un sommet de l'OTAN, il ne pourra pas avoir de réponse
de l'Union européenne. Et même si tout le monde fait un peu attention à lui, l'Union européenne ne va pas déférer à son ordre, finalement, de réouvrir sous la menace des négociations. On sait qu'elles sont longues, on sait qu'elles sont mal commodes et que les dernières évolutions d'Erdogan ne facilitent pas la reprise de ces négociations par rapport aux restrictions sur les libertés publiques, par rapport à l'ensemble des législations qu'il fait passer. Donc peut-être qu'un jour, ces négociations reprendront. Il y a des négociations et même des accords avec la Turquie sur les réfugiés du Proche-Orient qui restent en Turquie pour ne pas venir en Europe. Donc on sait négocier avec la Turquie. Mais là, en fait, on a un peu l'impression qu'il tente un coup de poker. Il est absolument impossible que des négociations sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne reprennent séance tenante avant la fin du sommet de l'OTAN. Ce n'est pas possible. De son côté, la Chine, parce qu'il y a aussi la Chine, qui accuse l'OTAN de prendre les pays de l'Indo-Pacifique en otage. Je cite, en visite au Japon, il faut se souvenir que Stoltenberg avait expliqué les raisons pour lesquelles la Chine allait se trouver désormais beaucoup plus haut dans l'agenda de l'OTAN. Alors Pékin, bien sûr, l'accuse de chercher l'affrontement. Est-ce que l'OTAN vise aussi la Chine, Hélène Conway? Alors, il y a aujourd'hui, entre les États-Unis et la Chine, on voit bien un concours pour s'imposer en tant que leader sur le plan mondial. Ce sont deux superpuissances aujourd'hui, avec les Américains auxquels nous sommes habitués, et une Chine qui graduellement est montée en puissance, qui aujourd'hui a une armée très conséquente et qui revendique finalement de devenir le leader et de pouvoir imposer ses normes et son ordre, voilà, que l'ordre mondial finalement soit organisé par la Chine et non plus par les États-Unis. Donc c'est pas, enfin pour moi, c'est pas une opposition entre une organisation militaire qui est l'OTAN et la Chine. Ce n'est pas cela du tout. Par contre, là où il faut que nous fassions attention, et je pense que voilà, les Européens sont de plus en plus sensibles, en tout cas les Français, à ce sujet, c'est si demain il devait y avoir en effet une escalade excusez-moi, militaire entre ces deux superpuissances, est-ce que les États-Unis s'appuieraient sur l'OTAN et de fait embarqueraient dans cette aventure guerrière les Européens? Voilà, c'est la question. Mais ce sont des sujets qui sont différents, comme en effet l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne n'a rien à voir avec le sommet de l'OTAN. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, je vais vous faire intervenir, Pascal Boniface, que je sais que vous rentrez justement d'Asie. Mais Camille Grand, juste un mot justement. Est-ce que Stoltenberg a l'idée, donc l'Amérique, les États-Unis, d'orienter l'OTAN maintenant beaucoup plus contre la Chine? Est-ce que la Chine, donc là on parle beaucoup de la Russie, il va y avoir une question pendant 2 jours, mais est-ce qu'il y a aussi la Chine? Alors, depuis le sommet de Madrid, l'OTAN a reconnu la Chine comme faisant partie de l'agenda stratégique et de son agenda stratégique. Après, l'OTAN reste l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc, il est évident que l'OTAN n'a pas vocation à s'étendre ou à être extrêmement présente en Indo-Pacifique. Toute la question, au fond, c'est de prendre en compte cette montée en puissance de la Chine dans ce qu'elle veut dire dans notre voisinage immédiat, le voisinage immédiat de l'Europe, où il y a des navires chinois qui font des exercices avec la marine russe dans la Baltique, il y a l'an dernier, où il y a une présence chinoise qui va de l'Atlantique Nord à la Méditerranée, et qui donc pose toute une série de questions à l'Alliance Atlantique. Deuxièmement, il s'agit aussi de réfléchir à comment est-ce que les États-Unis, qui mettent une priorité sur la menace chinoise, comment ça impacte l'OTAN et comment est-ce que l'OTAN s'adapte à cette évolution de la stratégie américaine. Et là, au fond, les Européens doivent trouver le juste équilibre entre leur alliance avec les États-Unis, d'une part, et d'autre part, leur pensée stratégique propre de la Chine, qui a été d'ailleurs exprimée dans un document de l'Union européenne qui parle d'un rival systémique, mais qui ne place pas cette rivalité d'abord sur le plan militaire. Pascal Boniface, vous qui revenez justement, vous étiez en Corée du Sud, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a un renforcement du partenariat de la Corée du Sud, du Japon et de l'OTAN? Est-ce que c'est un petit peu... on se dirige vers cela? L'OTAN va ouvrir un bureau au Japon. Et la Corée du Sud, avec l'actuel président, s'est rapprochée du Japon alors que les relations n'étaient pas aussi bonnes auparavant. Même s'il y a en Corée du Sud un peu une méfiance pour être entraînée, la Corée du Sud n'a aucune envie d'antagoniser ses relations avec la Chine, qui sont importantes de son point de vue. Mais au sommet de l'OTAN, on a invité les présidents de l'Australie, la Corée du
du Sud et le Japon, qui ne sont pas vraiment des pays atlantiques. Et on sait qu'il y a une volonté globale des États-Unis de contenir, de faire un système d'endiguement de la Chine, parce que la montée en puissance de la Chine inquiète Washington, et que l'OTAN est l'un des instruments parmi d'autres pour permettre cet endiguement. Et ça, ce n'est pas lié à la guerre en Ukraine, puisque le président Biden le voulait dès son arrivée au pouvoir. Et en juin 21, pour son premier sommet de l'OTAN, déjà, il appelait à la création d'une coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires, Pékin-Moscou. Alors c'est sûr que la guerre en Ukraine donne des arguments à ceux qui disent qu'il faut se protéger de ces capitales autoritaires, etc. Mais je crains que par rapport à la Chine, on arrive un peu à une prophétie autoréalisatoire. À force de faire monter les tensions, on va susciter une crispation de la Chine qui va dire, voyez, la Chine se crispe, donc il faut encore plus muscler le dispositif anti-chinois, donc il ne faudrait pas être entraîné dans un engrenage qui nous échappe. Pour l'instant, les pays européens sont très réticents. Enfin, les pays européens, disons, qui ont une politique indépendante, sont très réticents à adhérer à ce principe américain, mais on le voit bien, on l'a vu à Madrid l'an dernier, on va encore, je crois, le voir à Vilnius. Les Américains vont remettre ça sur le tapis et les Européens, je le crains, vont céder aux demandes américaines. Hélène Conway, les Européens vont céder à ces demandes américaines? En tout cas, il est vraiment très compliqué pour nous d'avoir une conversation aujourd'hui avec nos amis américains qui ne débouche pas sur la Chine. On veut leur parler de l'Ukraine, automatiquement nous sommes ramenés à la Chine. Donc même chose avec l'OTAN, donc. Oui, mais bon, ce qu'on nous dit aussi, c'est que, enfin, de la part de nos amis américains, c'est que à chaque fois que nous avons eu besoin d'eux, ils étaient présents. Ils le sont. Ils étaient dans les Balkans il n'y a pas si longtemps. Ils le sont aujourd'hui avec l'Ukraine, et que quelque part ils attendent de nous un retour, je crois. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, ce que j'entends dans tous les échanges que je peux avoir avec notre allié américain. Jean-Sylvestre Montgrenier, est-ce que les Européens devraient répondre à cette orientation de l'OTAN vers la Chine souhaitée par les Américains? Nombre de pays européens s'inquiètent tout de même de cette montée en puissance de la Chine populaire, de toutes ses conséquences, des revendications de la Chine, non seulement sur Taïwan, le détroit de Taïwan, mais la mer de Chine méridionale, cette Méditerranée asiatique. Je vous rappelle que c'est 2,5 millions de kilomètres carrés qui sont revendiqués en quasi-totalité par la Chine, et il y a à peu près la moitié, voire plus, du commerce entre l'Europe et l'Asie qui passe par cette mer de Chine méridionale. Il y a bien des objectifs de puissance du côté de la Chine, et ça change beaucoup de choses pour l'Europe. De surcroît, on a un certain nombre de pays européens, la France en tout premier lieu, qui ont des territoires dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'Indo-Pacifique, et qui pourraient devoir faire face à un coup dur de la part de la Chine. Et si jamais il y avait un coup dur autour de la Nouvelle-Calédonie ou de Tahiti, il ne faudrait certainement pas que les Français comptent sur une ou deux frégates italiennes ou allemandes pour pouvoir faire face. Il est évident que ça serait avant tout les relations bilatérales entre la France et les États-Unis qui passeraient au premier plan. Donc, alors après, comme ça a été rappelé tout à l'heure, il y a également cette Chine qui projette sa puissance en Europe, sur les pourtours de l'Europe, en Méditerranée, dans l'espace, le cyberespace. Et donc, si les alliés européens des États-Unis acceptent à l'intérieur de l'OTAN de prendre en compte cette menace chinoise, même si on parle de défi systémique ou de rival systémique, on euphémise beaucoup, on jargonne beaucoup de nos jours, c'est parce qu'il y a bel et bien un ensemble de risques et de menaces. Alors maintenant, bien sûr, comme tout le monde, humain trop humain, on voudrait bien le meilleur des deux mondes, si vous voulez. Mais c'est pas simplement les États-Unis qui imposent leur volonté. Mais alors après, il y a une négociation. Bien sûr, il n'est pas question de purement et simplement suivre les Américains dans la totalité de leur politique dans le Pacifique. Mais la mondialisation, c'est pas simplement économique et commercial, c'est aussi géostratégique. Je ne vois pas comment l'Europe pourrait prétendre de s'abstraire de l'Asie-Pacifique, de dire ça ne nous regarde pas, plus de surcroît, comme ça a été dit juste avant moi, compter par ailleurs sur les Américains pour contrer la Russie en Ukraine. Dans une alliance, il y a aussi des exigences de réciprocité. Hélène Conway, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, ça vient d'être dit, c'est que nous avons, la France, des intérêts particuliers, notamment avec des territoires et des citoyens français dans cette région, qui font que nous voyons bien aujourd'hui la montée en puissance d'une Chine qui est avide de ressources naturelles en particulier, que nous avons beaucoup de difficultés aussi à protéger, et puis le contrôle également de flux maritimes très très importants, et aujourd'hui une Chine finalement qui contrôle des infrastructures mondiales, et tout ça bien sûr nous inquiète.
Donc la Chine regarde bien sûr de près, et va regarder de près ces 2 jours à Vilnius. Pour Washington, l'adhésion de la Suède à l'OTAN ne doit pas dépendre du rapprochement de l'Union européenne et de la Turquie. Ça on vient de l'apprendre. Donc c'est réaction du département d'État, Pascal Boniface. Franchement, il nous reste 5 minutes. Si on doit faire quelques pronostics, la Suède, est-ce qu'elle va obtenir le hockey de la Turquie? Si elle ne l'obtient pas là à Vilnius, parce que Erdogan, je ne sais pas s'il va obtenir... Erdogan ne veut pas céder sans avoir obtenu quelque chose qu'il puisse montrer à sa population comme étant une victoire. Donc s'il l'obtient à Vilnius, ça ne sera pas sur l'Union européenne, ça sera sur autre chose. Il donc cédera. les F-16 éventuellement, une concession américaine. De toute façon, les Grecs ne vont pas être très heureux non plus. Mais un jour ou l'autre, la Suède sera dans l'OTAN. Erdogan avait bloqué la nomination de M. Rasmussen comme secrétaire général de l'OTAN parce qu'il était le premier ministre danois lorsque les journaux danois avaient publié les caricatures de Mahomet. Il a bloqué quelques semaines, quelques mois, et puis il a cédé. Donc sur la Suède, Erdogan va céder. Le tout, c'est de savoir à quel prix et quand. Hélène Conway, lorsque Washington dit que ça n'a aucun lien, ils ont mis quand même le holà à ce qu'a demandé Erdogan, de lier l'adhésion à l'Union européenne et l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Ce sont 2 sujets totalement différents et tout le monde, personne n'est dupe quant à ce que souhaite le président Erdogan, qui est à la tête d'un régime quand même très autoritaire et qui a besoin, en effet, de rentrer au pays avec quelque chose à présenter à sa population pour montrer qu'il est fort. Ça va arriver, cette entrée de la Suède dans l'OTAN, mais que c'est une question de prix à payer. Absolument, parce que je ne vois pas comment ils peuvent continuer à... Et ils vont le payer cher à un moment. Alors qui va payer cher finalement? Sont les Européens? La Turquie, puisqu'on va se retourner finalement, que nous soyons alliés ou pas, à un moment, on va aussi peut-être taper du poing sur la table en précisant que voilà, tout cela suffit. Alors c'est vrai que le président Erdogan a aussi les réfugiés, il a aussi un certain nombre de points de pression très très forts sur nous. Il empochera son bénéfice quand il le verra. Voilà, absolument. Quel bénéfice il peut empocher, Camille Grand? Ça sera une négociation autour des F-16 plutôt qu'une négociation avec les Européens ou... En fait, Erdogan est dans la situation des grands autocrates, c'est-à-dire que finalement, c'est l'histoire qu'il voudra raconter à son opinion publique et aux médias turcs en expliquant qu'il a obtenu davantage que ce qui s'était passé. C'est ce qui s'était passé au sommet de Madrid, où la Turquie avait bloqué jusqu'au sommet de Madrid l'adhésion, le principe de l'adhésion de la Finlande et de la Suède, et l'avait concédé au terme d'une négociation marathon la veille du sommet de Madrid. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il est plus temps d'obtenir les ratifications des 2 parlements turcs et hongrois dans les prochaines 12 heures. Mais en revanche, on peut imaginer que Erdogan, soit en rentrant, soit face à un signal, et c'est ce qu'on peut espérer, une sorte de signal positif, disant qu'on va avancer sur le chemin de cette adhésion, voire même qu'on va choisir une date pour compléter ces processus de ratification, qui pourrait être par exemple la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères qui est prévue à l'automne. Jean-Sylvestre Mongrenier, ça pourrait être un calendrier comme celui évoqué par Camille Grand? Oui, Erdogan a déjà montré qu'il pouvait reculer. Ces dernières années, il s'employait à normaliser ses relations, les relations diplomatiques de la Turquie avec ses voisins, parce qu'il voyait peu à peu une coalition se mettre en place à Israël, la Grèce, Chypre, à des rapprochements avec les Émirats arabes unis. Il a bien compris qu'il fallait mettre de l'eau dans son vin, si j'ose dire. Mais par principe, je ne voudrais pas exclure le pire, c'est-à-dire une bascule de la Turquie. Le fait est que ce régime autocratique, il est porteur d'une politique extérieure de plus en plus aventuriste. Et le personnage est quand même saisi par la folie des grandeurs. Et donc, il peut commettre des erreurs politiques, stratégiques, géopolitiques, se voir véritablement comme tout puissant entre 2 mondes et vouloir aller encore plus loin. Et donc, dans un tel cas de figure, les alliés, ceux qui sont aujourd'hui alliés de la Turquie, devraient faire preuve de fermeté. Autant on peut comprendre un certain nombre de choses, rechercher un certain nombre d'accommodements, autant il faut quand même savoir tracer ses propres lignes rouges. Hélène Conway?
Oui, sur la fermeté, oui, la fermeté, je parlais tout à l'heure de taper du poing sur la table, mais c'est vrai que quand même nous avons la Grèce également dans l'Union européenne que nous devons préserver. Nous avons la question de Chypre et nous avons vu combien finalement les tensions militaires pouvaient aussi monter entre alliés que nous sommes avec la Turquie. Donc voilà, tout ça est très délicat et très sensible, et c'est vrai que la personnalité du président Erdogan est aussi problématique pour nous, et nous l'avons encore pour quelques années. Ouais, négociations en fait qui ne font que commencer. On continuera d'en parler bien sûr demain et après-demain. Ce sommet à Vilnius qui va durer donc pendant 2 jours. Merci beaucoup Pascal Boniface. Merci à vous Hélène Conway d'avoir été avec nous, Hélène Conway-Mouret. Merci beaucoup à vous Camille Grand d'avoir été avec nous en duplex de Bruxelles. Merci également à vous Jean-Sylvestre Montgrenier. Et pardon pour les petits problèmes de son d'ailleurs avec vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.